Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le SASI. Quel acronyme abscon. On va essayer d'éclairer ça un petit peu aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. On dirait que oui, mon écran est partagé. Si vous avez le moindre souci, comme d'habitude, vous avez le panneau des questions dans GoToMeeting. On tâchera d'y répondre au fur et à mesure. Nous avons la bonne surprise d'avoir Alexandre Arnaud avec nous aujourd'hui. Donc, très bien, comme ça, vous pourrez avoir probablement tout un tas de réponses en live à vos questions. On devait avoir Pascal Le Digol avec nous aujourd'hui, mais petit problème, donc il ne pourra pas nous rejoindre. Donc, je vais parler pour lui. Et puis, peut-être qu'il le regrettera, on verra. Il nous dira ça après coup. Ce webinaire devrait vous occuper à peu près 45 minutes, je pense. Ça devrait aller assez vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Je tâcherai de les regarder et d'y répondre au fil de l'eau en fonction de ce qui est à venir ou pas. Et de toute façon, on fera un tour des questions à la fin. Et pour répondre à votre question, oui, le webinaire sera enregistré. Oui, vous recevrez le lien du webinaire. Oui, vous pourriez recevoir la présentation, même si en vrai, je ne suis pas certain qu'elle ait forcément un grand sens décorrélé du webinaire lui-même. Et donc, c'est parti. Le SASI, c'est un acronyme que vous connaissez probablement tous, en tout cas la plupart d'entre vous ont déjà vu. Pour autant, c'est quelque chose qui est assez nouveau, hein, c'est quelque chose qui sort globalement du grand compte. Comme souvent, hein, normalement, une évolution technologique est portée par les gens qui ont les moyens, donc les multinationales. Et puis les technologies évoluent, maturent, elles atteignent un certain niveau d'adoption et à partir de ce moment-là, on commence à les retrouver en PME. Et effectivement, on commence à voir arriver progressivement le sujet du SASI dans des conversations de PME avec des niveaux de conversation variables en fonction de la maturité du client, du besoin, de l'attendu et de la compréhension de chacun. Donc, première étape, qu'est-ce que le SASI? Puisque avant de parler de Firewall as a Service, il faut qu'on définisse un petit peu l'ensemble. Le SASI, donc ça signifie Secure Access Service Edge. J'aurais pu laisser des majuscules. L'idée du SASI, c'est de faire un réseau convergent, sécurisé, orienté sur le service, l'élément à protéger et pas l'utilisateur, pas centré sur le qui accède, mais sur le à quoi on accède. Okay, le SASI, certains ont tendance à considérer ça comme un produit. J'aurais plus tendance à voir ça en dit problème de son. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ouais, t'entends bien. Ouais. Ah, super. Alex m'entend. Coucou, Alex. Donc, a priori, le Salut. problème de son est isolé. Le SASI, moi, je vois ça comme une main d'atout au tarot. Vous avez un certain nombre de clés, un certain nombre d'éléments. Tous ces éléments ne seront pas forcément immédiatement nécessaires. L'idée, c'est de savoir ce que sont ces éléments et quand est-ce qu'ils peuvent être pertinents. Donc, certains d'entre vous iront peut-être vers du SASI et d'autres iront vers peut-être quelque chose qu'on va appeler du SSE, qui va être l'une de ces mains d'atout amputée d'une fonction qui n'a pas forcément de sujet, en tout cas pas toujours contextuellement. Donc le SASI, c'est pas un produit, c'est comment dire, une façon de réaliser les choses. Vous voyez ça plus comme ça. Le SASI, il est composé de 5 briques fondamentales. La première de ces briques, c'est le Firewall as a Service. Donc, ça va être notre sujet du jour, en grande partie. Le Firewall as a Service, ça va être un système qui va permettre de venir faire de la sécurité réseau, de contrôler du trafic, sans pour autant utiliser des éléments d'infrastructure habituels. On va voir ça après. Secure Web Gateway, c'est un moyen de se protéger contre des menaces sur Internet, d'appliquer des politiques. Donc, c'est des choses qui vont venir dans le temps s'associer à du Firewall as a Service. Le SD-WAN, c'est un vaste sujet, personne n'est d'accord. Le SD-WAN, en réalité, ça n'a rien de nouveau, hein, c'est la définition des moyens de connectivité et du chemin le plus court ou le plus efficace pour quelque chose. Le sujet du SD-WAN, c'est quelque chose qui rentre dans le topic du SASI.
Le SD-WAN, c'est ce qui permettrait potentiellement de gérer des multiplicités de liens et d'aller assurer l'équilibre de ces différentes liaisons. Le Zero Trust Network Access, encore une fois, on est plus dans une démarche que dans un produit. L'idée du ZTNA, c'est de faire en sorte que l'accès à des ressources soit conditionné. Conditionné à des états de santé réseau, à des conditions réseau, à des conditions d'identité, etc., etc., etc. Donc le ZTNA, ça peut englober tout un tas de choses. Vulgairement, le MFA est une brique à intégrer dans la conduite ZTNA parce que ça permet de conditionner les identités. Et puis le CASB, donc Cloud Access Security Broker, qui va être un élément globalement assez central à tout ça, un peu comme un orchestrateur, si vous voulez, comme un chef d'orchestre, qui va venir alors, ça fait 2 qui disent pas de son. Est-ce que MDR2 Ah m'entend non, à c'est nouveau bon, ou c'est pas? bon. Non, c'est bon? Ok, Ouais, super. ouais. Euh, Peut-être un petit problème de SD-WAN. Le CASB, je disais, c'est un orchestrateur de tout ça, c'est l'orchestrateur de la sécurité de cet ensemble, donc c'est l'élément qui va venir un petit peu au milieu. Donc tout ça, c'est le SASI. Maintenant, est-ce que vous avez besoin de tout ça aujourd'hui? Peut-être que oui, peut-être pas. Est-ce que vous avez besoin de certaines de ces briques? Probablement que oui, mais en tout cas, probablement pas de toutes. Est-ce que le SASI est un sujet de PME? C'est pas à moi de le trancher. En réalité, comment dire, c'est pas notre position qui compte là-dessus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous expliquer ce que sont ces atouts et comment vous allez pouvoir les utiliser, notamment comment ces choses-là vont commencer à apparaître dans l'écosystème WatchGuard et comment ces choses-là vont pouvoir progressivement vous aider à faire évoluer vos infrastructures, adapter certains besoins que vous avez peut-être déjà aujourd'hui et globalement vous permettre de vous accompagner dans cette évolution au cours des années à venir. Et donc, dans cette approche du SASI, eh bien, il y a cette notion de SSE, pardon, un petit problème de clic, voilà. Le SSE, c'est Security Service Edge. L'idée, c'est que c'est plus proche des problématiques de la PME. C'est une approche du SASI dans laquelle on enlève le A, on enlève la partie SD-WAN, on enlève la partie gestion d'accès, parce que quand on va adresser certaines problématiques, le SD-WAN n'a pas forcément sa place là-dedans, et on va le voir, l'idée c'est de pouvoir moduler tout ça. Le SASI, c'est la voie à suivre. Alors normalement, je voulais faire la blague, je voulais mettre le "this is the way", mais vous allez voir qu'il y a des anglicismes un peu partout. Donc je me suis réfréné à garder des anglicismes, même si j'adore le Mandalorian. C'est, comme je vous le disais, c'est la voie à suivre. "This is the way", comme disait le Mandalorian. C'est pas un produit, c'est un ensemble d'éléments qui doivent vous permettre d'assurer de contrôler certaines phases de votre transition numérique, de vos évolutions numériques. La transition, normalement, on y est tous ou on l'a déjà tous fait. Donc, on a demandé à l'IA de faire tout un tas d'images, et donc on va avoir des choses pour illustrer. Merci l'IA. Je lui dis merci aujourd'hui puisque je l'ai insulté hier en essayant de faire la traduction de cette présentation. Mais donc, l'idée de tout ça, c'est de pouvoir venir traiter des problématiques qui existent déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve à peu près, quelle que soit la taille de la structure, on se retrouve dans des contextes de sécurité, puisque WatchGuard est un éditeur de cybersécurité. On se retrouve face à des contraintes de sécurité auxquelles il est parfois difficile de faire face. Le Zero Trust, tout le monde en parle, on parle de ZTNA, mais les mécaniques elles-mêmes de Zero Trust ne sont pas forcément toujours très très bien comprises et acceptées par les utilisateurs et les chefs d'entreprise. Pourtant, le Zero Trust, c'est la seule façon de faire de la sécurité, et on le voit dans notre quotidien, hein. On vérifie d'abord et on accepte ensuite, c'est ce qu'on fait dans tous les aspects du business. Les problématiques de visibilité, de gestion, centralisée ou pas, tout ça, ça a toujours été l'une des clés de la cybersécurité. L'augmentation des risques, ça, c'est quelque chose de constant, notamment parce que notre utilisateur, on va en reparler après, notre utilisateur se déplace, notre utilisateur fait du télétravail, notre utilisateur utilise de plus en plus de ressources qui ne sont pas au sein du périmètre de l'entreprise. L'évolution de la structure informatique des PME au cours de ces 20 dernières années a drastiquement changé le périmètre des attaques. On en a déjà discuté avec certains d'entre vous en privé.
L'une des problématiques qu'il va y avoir également avec la multiplicité des services de sécurité, c'est d'arriver à avoir une capacité à rendre cohérentes les politiques de sécurité, les faire coexister dans de multiples environnements. Et tout ça en essayant de faciliter un petit peu la vie de l'utilisateur, parce que autant je suis pour lui mettre des contraintes, il n'y a pas de sécurité sans contraintes, autant il y a des sujets sur lesquels on pourrait lui rendre la vie un petit peu plus douce à cet utilisateur et lui donner un petit peu moins de raisons d'essayer d'échapper à la protection. Et donc, tout ça, tous ces risques, ils s'accroissent, toutes ces problématiques, elles grandissent parce que les données sont de plus en plus volatiles, de plus en plus partout. C'est le principe du cloud computing. Les données, en réalité, elles ne sont pas partout, elles sont nulle part, ou l'inverse. On perd le contrôle de la donnée, on perd le contrôle des mécaniques de sécurité, etc. Donc l'idée du firewall as a service, qui est la première, si je puis dire, couche réelle du SASI, ça va être de réussir à amener de la protection où que soit l'utilisateur. L'utilisateur doit pouvoir emmener son firewall avec lui. C'est le sens du firewall as a service. Donc on a ce minute historique avec Pascal, on a travaillé un petit peu sur cette présentation ensemble et on a demandé donc à l'IA de générer des images, donc on a eu ce type de contenu. Et puis l'une des propositions faites par l'IA à Pascal était celle-ci. Alors il était assez content de son image, mais on comprenait pas bien pourquoi est-ce que le chevalier en armure qui représente la cybersécurité arrivait à cheval. Et donc, Pascal, je vous transmets ses propos tels quels et vous prendrez soin de vous moquer de lui, si vous le souhaitez ou pas, la semaine prochaine au FIC. Il disait, il s'est pris pour Zoro. Ah, ça doit être ça, un Zoro Day. Bref, voilà, ça c'était la minute pascalienne et je vous remercie pour lui. Bref, revenons-en à nos moutons. La gestion de la sécurité avant, il y a longtemps, il y a avant en franc, avant en noir et blanc, comme pourraient dire mes enfants, c'était assez simple. Toutes les ressources informatiques, globalement, étaient au sein du périmètre du réseau local de l'entreprise, post-serveur, tous les investissements étaient là, toutes les machines étaient là, toutes les données étaient là. Éventuellement, on pouvait avoir des succursales, mais qui étaient dans un environnement parfaitement contrôlé. Donc, on avait un réseau fermé avec des ordinateurs fixes en très grande majorité. Les plus anciens d'entre vous auront connu ça. Et non, je n'ai pas dit que nous étions vieux. Et puis, on avait la mise en relation de tous ces éléments-là par des connexions VPN ou par du MPLS. Et occasionnellement, on pouvait avoir un utilisateur nomade, éventuellement peut-être une messagerie connectée quand on était très en avance, mais l'essentiel de la vie informatique se situait au niveau de l'infrastructure locale. Donc, on avait une surface d'exposition qui était nettement moins grande. Pardon, je vais pousser cette fenêtre-là qui me gêne. Une surface d'exposition qui était nettement moins grande. On avait une sécurité multicouche qui était très facile à mettre en œuvre et à maintenir. On avait des politiques de sécurité communes parce que globalement, l'essentiel de la sécurité tenait sur assez peu de produits. À l'époque, on parlait firewall, antivirus, sauvegarde et globalement, ça s'arrêtait là. Et puis, on avait tout ça qui était excessivement simple à utiliser. On faisait assez peu de mobilité. Je me rappelle mes premières connexions mobiles avec un smartphone. Tout le monde me regardait comme un extraterrestre avec mon téléphone branché en USB sur mon ordinateur. C'est des choses qui n'existaient pratiquement jamais. D'accord. Et ça rendait l'ensemble assez cohérent, assez facile à maintenir. Et au final, on s'en sortait pas mal avec assez peu de personnel informatique. Mais d'un point de vue évolution du business, c'était pas forcément foufou, quoi, parce qu'on était coincé au milieu de ces murailles. Donc, progressivement, on a commencé à avoir des évolutions d'infrastructures, et puis mes utilisateurs ont commencé à se déplacer en dehors de ces infrastructures. On a commencé, même avant l'apparition du Covid, on a commencé à avoir un petit peu de télétravail, de la mobilité, de la vraie mobilité. Déjà, il y avait des gens qui faisaient Paris-Bordeaux de façon quotidienne. Et donc, on changeait cette dynamique de l'accès à la donnée. La donnée a quitté pour l'essentiel le réseau de l'entreprise pour accéder, pour aller dans les plateformes cloud. Et puis, ça a rendu tout de suite les choses beaucoup plus complexes. La surface d'exposition devenait catastrophique, plus de sécurité multicouche unifiée, des politiques de sécurité complètement éclatées, un contrôle de ces politiques excessivement complexes.
Mais c'était l'évolution qui était attendue. Mal maîtrisée, mais c'était ce qui était nécessaire en termes de business. Et donc, l'idée du SASI, c'est de pouvoir rationaliser un petit peu tout ça. Et au lieu d'avoir quelque chose qui soit tout centré sur l'outil de production cloud, qu'on ne maîtrise pas et qui est multiple, quels que soient les éditeurs, hein, vous avez des plateformes, des éléments, des serveurs qui sont hébergés dans une plateforme, de la messagerie dans une autre, etc., etc., etc. De la même façon qu'on fait de l'UTM, le but du SASI, c'est de pouvoir venir rationaliser tout ça et faire en sorte que mon infrastructure SASI puisse devenir mon chef d'orchestre, pour que mon CASB puisse faire le chef d'orchestre. Et donc, avec ça, l'idée, c'est donc la première étape d'avoir des pare-feux qui puissent venir vous protéger où que vous soyez sur un site, dans une annexe ou en mobilité, avoir une application la plus cohérente possible des mécaniques de sécurité, tendre de plus en plus vers le zéro trust parce qu'on n'y coupera pas, et puis essayer d'avoir une expérience utilisateur qui soit un petit peu meilleure que ce qu'on aurait avec les VPN tels qu'ils existent aujourd'hui. Vous savez, la connexion VPN mobile qu'il y a entre l'ordinateur portable et le firewall du bureau. Ce qui marche, hein, c'est d'une efficacité redoutable contre énormément de risques. Ça ne sert pas qu'à donner accès à de la donnée de l'entreprise. Hein. C'est beaucoup plus riche que ça. Mais peut se retrouver assez facilement avec des problématiques de connectivité. Et puis, si mon utilisateur se déplace à l'étranger, on peut se retrouver avec des problèmes de latence parce qu'il faut traverser un océan ou tout un continent, etc., etc. Donc, c'est toutes ces problématiques que le SASI vise à rationaliser en essayant de maintenir le business, hein, d'accompagner l'évolution du business du client final et de lui permettre d'évoluer en essayant de limiter au maximum les risques et d'avoir quelque chose qui soit le plus cohérent possible. Bref. Et comme ça, tout le monde serait content. La problématique qu'on va avoir, c'est que le modèle SASI, la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est amené par une grande partie de nos confrères, c'est quelque chose d'assez rigide, d'assez statique. Ou bien vous avez tout, et c'est normal parce que vous êtes une multinationale, ou bien vous n'avez rien parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et en fait, cette question de l'hybridation, en réalité, elle est fondamentale pour la PME. Parce que dans la PME, en réalité, il y a réellement deux cas d'usage. Alors, il y a le cas d'usage habituel, commun de la multinationale aujourd'hui et qui pourrait correspondre à certaines TPE, PME, ETI. Alors, pour une fois, je vais exclure la TPE, en réalité, plutôt certaines PME et certaines ETI, où le full cloud, l'intégration intégrale du SASI, ne faire que du SASI, ça permettrait, à travers différents aspects du SASI, de pouvoir se départir d'une certaine partie de l'architecture physique, comme on l'a fait avec les serveurs, mais là, ce coup-là, avec avoir cette approche migration dans le cloud et des services de sécurité comme on l'a eu pour les serveurs. Pardon, c'est vendredi, je bafouille un peu. Et donc, typiquement, le firewall as a service pour le contrôle de l'accès Internet, le firewall as a service pour l'accès à la donnée privée, le SD-WAN dans le traitement de la problématique du MPLS, la sécurisation des MPLS et la disparition des réseaux MPLS, etc. Et l'accélération, la mise en œuvre de ces mécaniques cloud et de la sécurité centralisée, c'est la démarche pure SASI Cloud telle qu'elle est proposée aujourd'hui en grand compte, et ça correspondra à certains clients et à certains d'entre vous. Pour autant, un grand nombre de PME et de TI auront plus vocation à aller faire quelque chose d'hybride, dans lequel on utilisera par exemple du firewall as a service pour des utilisateurs distincts, mais pas pour l'intégralité des utilisateurs. D'accord ? Le firewall as a service pourrait devenir une alternative réelle, concrète au VPN tel qu'il existe aujourd'hui, au VPN nomade. On pourrait très bien maintenir des écosystèmes firewall, des firewalls physiques dans des écosystèmes physiques qui soient on-prem ou cloud, interconnectés avec des systèmes, eux, strictement cloud, et notamment du firewall as a service, pour avoir cette forme d'hybridation. Malgré tout, tendre vers la disparition du MPLS, et quoi qu'il arrive, rester dans cette c'est pas vrai aujourd'hui, rester dans cette démarche, dans cet objectif de l'amélioration globale de la sécurité et du portage transversal de la sécurité, si je puis m'exprimer ainsi. Donc cette notion d'hybridation, elle est très importante. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que
Le SASI strict n'est pas forcément pas forcément pour tout le monde. Certains n'iront pas du tout, parce qu'il y a tout un tas d'entreprises qui ont ce besoin de proximité physique de la donnée, du système de sécurité, etc. Pensez à tout un tas de notions d'usines de production, etc. À un moment, si vous avez une machine de production, il faut bien lui mettre un firewall. Et puis certains tendront vers cette hybridation. Donc, tout le monde doit pouvoir y trouver réellement son compte. 13h20, je suis dans les temps. L'approche d'un certain nombre de nos confrères, je vous le disais juste avant, va être un petit peu différente en fonction de leur perception, de leur ressenti et de ce qu'ils ont à leur disposition. Un certain nombre d'acteurs du SASI sont issus de ce qu'on appellera le monde du réseau strict. Et ces gens-là, pour ces gens-là, l'hybridation, elle est problématique parce que ce sont des gens qui n'ont pas de techno de firewall intégré. Or, le SASI, c'est d'abord une problématique de cybersécurité avant d'être une problématique de connectivité, même si en vrai, on pourrait considérer que c'est moitié-moitié. Et donc, les gens qui font historiquement du réseau, ils se retrouvent avec une problématique, c'est qu'ils n'ont pas de firewall. Donc, ils n'ont pas de firewall physique, ils n'ont rien pour amener quelque chose on-prem. Donc, l'hybridation peut se faire que par des alliances externes, ce qui peut rendre les choses longues à mettre en place, le temps de créer ces partenariats, éventuellement volatiles en fonction de l'actualité, du jeu des rachats, etc. Donc, c'est peut-être excessivement intéressant pour la multinationale, pour le grand compte, mais pour la PME, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et puis, pour les acteurs de la cybersécurité, globalement, le mouvement général, ça a été de suivre une certaine dynamique très orientée sécurité, mais où du coup, certains aspects de la sécurité peuvent manquer parce que le fabricant de firewall n'a pas forcément de DR, le fabricant de DR, il n'a pas forcément de MFA, celui qui fait du MFA ne fait pas forcément de réseau, etc., etc., etc. Donc, malgré tout, on peut se retrouver avec des problématiques dans cette approche de l'hybridation. Tiens, j'ai oublié de traduire ça. Pardon. L'idée générale, ça reste toujours la même. L'approche de WatchGuard, c'est celle de la PME. Nous ne servons que la PME. Donc, cette notion d'hybridation est fondamentale. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va amener, vous allez voir par brique, et la première brique aujourd'hui, c'est le Firewall as a Service. On va amener des solutions qui sont conçues pour nos partenaires, pour nos clients, des solutions qui soient abordables, au-delà même de la notion de coût, mais d'un point de vue technologique, qu'on puisse facilement les mettre en œuvre. S'il faut des semaines et des semaines de mise en service, c'est pas accessible aux partenaires WatchGuard, pas forcément, et ça va rester de toute façon un problème de coût pour les clients. On va pouvoir utiliser les technos qui existent déjà. On a énormément de technologies dans l'écosystème WatchGuard sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. On va en parler un tout petit peu plus tard. Quelque chose qui soit centré sur l'usage, principalement, c'est l'une des clés de l'hybridation de ce SASI, qui puisse démarrer très rapidement, avec une sécurité qui soit donc tout intégrée. Et vous allez être contents, les plus techniques d'entre vous vont être contents, je vais vous montrer ça. L'inspection HTTPS va devenir un sujet nettement moins houleux. Et puis quelque chose qui puisse faire la différence en termes d'expérience utilisateur. Et là, c'est pareil, il y avait un jeu de mots, mais ça marche moins bien en français. Une expérience qui fait pop parce que c'est le point de connexion, c'est le point de production. Et donc en anglais, ça marche, mais en français, on ne peut pas faire la blague. Mais je l'ai gardé quand même. Donc l'idée, c'est d'avoir une solution qui soit la plus globale possible parce que vos utilisateurs se déplacent, parce que vos clients peuvent être internationaux, parce que vous pouvez avoir des clients à l'étranger et qu'on puisse amener quelque chose qui soit réellement rapide, propre à l'écosystème WatchGuard, donc réellement rapide à mettre en œuvre et qui est un coût total d'acquisition qui soit réellement de l'ordre de la PME. Dans cette notion d'hybridation, pour cette première brique de Firewall as a Service, il va donc falloir faire la différence entre un firewall et un Firewall as a Service. Qui va où et qui remplace quoi? Alors, pour aborder le sujet du firewall, il faut aborder le sujet de l'attaque informatique. Et depuis le temps qu'on sort ces slides, j'imagine que vous les connaissez tous par cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceci est le MITRE ATT&CK.
D'accord. Le Mitre attaque, c'est une forme de représentation de toutes les attaques informatiques. D'accord. Toutes les attaques informatiques tiennent dans ce graphe et vont de la gauche vers la droite. Toutes les colonnes ne sont pas obligatoires, mais c'est le chemin que le pirate va devoir suivre pour mener son attaque. Et donc, nous, défenseurs, pour l'empêcher de mener son attaque, ce qu'on doit faire, c'est faire du coloriage pour enfants. On va venir cocher certaines de ces cases qu'il y a dans chacune de ces colonnes, pardon, ce qu'on appelle des TTP, techniques, tactiques et procédures. Je suis désolé de rabâcher pour ceux qui connaissent, mais peut-être que certains ne connaissent pas. Et donc, l'idée, pour faire de la sécurité, c'est de venir colorier ces cases. Donc, on va faire un peu de coloriage. Ça, c'est ce que le PDR bloque. D'accord. Donc, on a quelque chose qui est assez centrique, comme d'habitude, plutôt orienté sur l'OS. Et si je prends mon firewall, logiquement, j'ai une approche plutôt réseau de cet ensemble, de cette mécanique générale d'adressage de la TTP. Je n'ai pas précisé, mais d'abord, le tableau est incomplet. J'ai été obligé de le tronquer en bas. Ensuite, je n'ai pas déplié les TTP. Et par ailleurs, la représentation qu'il y a ici, l'interception des TTP, elle est en grande partie théorique, puisque quand on dit être en capacité de bloquer une TTP à un instant T, on n'est jamais à l'abri qu'à T+1, le pirate ait développé un contournement, trouvé une méthode qui lui permette de faire autre chose, ou même une nouvelle TTP. Vous allez voir que ce graphe évolue quand même assez fréquemment. Bref, ça, c'est ce que bloque mon firewall. Et en réalité, que bloquerait mon firewall as a service si je viens mettre la sécurité dans le cloud de façon à pouvoir protéger mon utilisateur? Qu'est-ce que ça va changer à mon graphe? En réalité, exactement rien, puisque mon firewall et mon firewall as a service vont fonctionner de la même manière. Je vais aller vous montrer ça après. On va pouvoir avoir les mêmes services et ça va être la richesse, la beauté de la chose. C'est qu'on va pouvoir tous les produits de sécurité qui sont accessibles à la PME dans un firebox, dans un firewall WatchGuard physique ou virtuel, on va aller les retrouver dans le firewall as a service. Exactement, avec exactement le même niveau de service et de protection. Donc en réalité, il n'y a pas de choix à faire entre un firewall et un firewall as a service. Si vous avez un environnement physique à protéger, il vous faut un firewall. Si votre problématique, elle est dans la protection elle est dans la protection d'un utilisateur en mobilité ou d'un utilisateur qui n'a pas d'attache géographique spécifique, probablement que le firewall as a service est une meilleure approche. D'accord? L'un, l'autre, ou les deux, d'où cette notion d'hybridation. D'ailleurs, petit aparté, il y a quelques jours, avec un de mes collègues qui n'est pas là, on était à un salon organisé par un de nos partenaires, et on a rencontré tout un tas de clients et de prospects, et notamment des TPE. Et je me l'étais toujours présenté comme ça, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en parler avec des chefs d'entreprise qui ont peut-être 20 salariés, mais un ordinateur. Oui, ça arrive. Ou des entreprises où il n'y a qu'un seul salarié et qu'un seul ordinateur. Quand vous êtes un ébéniste et que vous avez un ordinateur pour faire la réception des commandes, pour faire la comptabilité, etc., et que vos services de facturation, de comptabilité, de gestion commerciale, de téléphonie, etc., sont dans le cloud, vous n'avez plus d'infrastructure à protéger en local. Et donc, plutôt que de s'embêter dans ce type de cas à mettre un firewall physique on-prem, en réalité, le firewall as a service peut être une superbe solution d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue économique, parce que mon utilisateur va pouvoir être protégé partout, tout le temps. Il sera en permanence derrière son firewall et va pouvoir bénéficier des mêmes types de technologies, et pour le coup, avec un coût annuel totalement différent. Bref, j'en ai fini pour la partie qui normalement était dévolue à Pascal, la partie théorique, business, etc. Et je vous propose de passer à un petit peu plus de pratique. Alors, j'ai démarré pour vous avant-hier un nouveau compte client de façon à pouvoir vivre l'expérience de démarrage du firewall avant d'aller vous montrer ce qu'il y a dans la console et ce que j'ai sur ma machine de test qui est juste à côté. Et donc, à démarrer, vous allez voir, c'est très simple. Encore une fois, on est dans l'écosystème WatchGuard. Donc, vous avez vocation à pouvoir démarrer ce produit en quelques minutes, pratiquement sur un claquement de doigts, et pour le coup, sans avoir besoin de démarrer une infrastructure, sans avoir besoin de la maintenir, sans avoir besoin de vous occuper des mises à jour, puisque WatchGuard va s'occuper de tout ça. C'est le sens de ce firewall as a service. Donc, quand je vais dans ma console client et que je vais dans FireCloud, qui est le nom du firewall as a service de WatchGuard,
eh bien, je clique sur configurer FireCloud. Je choisis ma mécanique d'authentification. Comment est-ce que je vais authentifier mes utilisateurs? Donc là, ceux d'entre vous qui ont l'habitude de faire du MFA avec WatchGuard, on retombe sur les menus qui sont apparus il y a quelques temps. On tend progressivement vers la centralisation des identités au niveau de WatchGuard Cloud, de sorte qu'à terme, je puisse synchroniser une seule fois mon AD, mon Azure AD et ce type d'annuaire au sein de WatchGuard Cloud et que ça puisse servir à terme directement dans le FireCloud, dans le MFA, dans l'EDR, pas trop, même si peut-être un peu, et puis dans le Firewall as a Service et dans du Wi-Fi, etc., etc. Donc, on retrouve cette partie-là. Donc, WatchGuard Cloud Directory, c'est pour créer des comptes directement dans WatchGuard Cloud, comme vous les créeriez dans Hotpoint. Alors que configuration manuelle, c'est ce qui vous permettra d'aller intégrer des annuaires Active Directory, LDAP, Active Directory, Azure AD, en nombre multiple. Vous pouvez synchroniser plusieurs annuaires et de différents types en même temps. Donc, je choisis le type d'identité, je pourrais le modifier. Moi, je suis allé créer un utilisateur directement dans WatchGuard Cloud. Donc, dans les domaines and directory services que vous avez vu dans WatchGuard Cloud, je suis venu créer mon compte utilisateur, je le rends membre d'un groupe. Voilà, c'est JS-Test, on va pouvoir le retrouver après. J'envoie un lien avec le mot de passe à mon utilisateur pour qu'il puisse créer son mot de passe, puisque ici, je n'ai pas de synchronisation d'annuaire. À l'étape suivante du wizard, on va me proposer de télécharger le fichier d'installation pour l'élément qu'on va voir juste après sur la machine réelle et qui s'appelle WatchGuard Connection Manager. Okay, cet élément-là va venir, à supposer qu'il n'y ait rien d'autre sur la machine, va venir s'installer sur la machine Windows, Mac très bientôt, ça arrive dans quelques jours, je crois. Cet élément va s'installer sur la machine et nous donner la possibilité, comme vous l'avez ici, d'accéder à une sorte de client VPN. Parce que technologiquement, c'est un client VPN, sauf qu'il ne va pas venir se connecter chez vous, consommant votre bande passante et vous obligeant à avoir un firewall peut-être de taille plus importante que ce qui pourrait sembler nécessaire de prime abord au regard du nombre d'usages internes. D'accord ? Mais oui, c'est bien une connexion VPN mobile. Et donc ça, c'est ce qui va nous permettre de faire le déploiement. Alors, on va arrêter le PowerPoint, il est temps. J'espère que vous me pardonnerez pour ça. Je vais vous montrer mon compte client. Donc ici, ça, c'est une console WatchGuard. Vous la connaissez. J'ai ici un client. C'est un nouveau client. Il n'a pas la chance d'avoir un firewall. Pas de client pour les devices mobiles et tablettes. Pas encore. Mac d'abord, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui travaillent avec des Mac. Moi, j'en connais pas, mais il paraît que ça existe. Et après, oui, iOS, Android. Je vais vérifier, mais je ne sais pas si j'ai une date pour ça. Je ne sais pas si, Alex, toi, tu as vu quelque chose. Mais on vous trouvera ça. Dans ma console WatchGuard, j'ai ce produit. Vous avez peut-être vu apparaître ça il y a quelques temps déjà, FireCloud. Lorsque je viens dans FireCloud, donc la première fois, j'ai ces étapes de configuration que je viens de vous montrer dans le PowerPoint, que j'ai enregistrées de façon à pouvoir vous les montrer sans avoir besoin de tout recréer de zéro. Et ça, c'est ma console FireCloud. Donc pour ceux d'entre vous qui ont essayé la gestion cloud des firewalls, ça devrait commencer à vous chatouiller les neurones parce qu'on est dans le même type de choses, parce que clairement, c'est ce type de service qui progressivement, avec la perspective du CASB, qui vont vous propulser dans les années à venir, probablement dans une gestion cloud des firewalls. Et pourtant, Dieu sait qu'à titre individuel, je suis contre. Mais lorsque j'aurai une solution de CASB dans WatchGuard Cloud qui permettra de faire en 2 clics une politique qui s'applique à mon firewall principal, au firewall de mes succursales et à mes utilisateurs en mobilité dans le firewall as a service, alors là, ça prendra un sens. Tout ça prendra réellement un sens. En attendant, donc j'ai ici quelque chose qui est par défaut relativement bien sécurisé. Par défaut, tous les services de sécurité sont actifs. Vous avez le sandboxing avec la BT Blocker, vous avez les mécaniques d'antivirus, vous avez l'IPS, vous avez la détection de botnet, tout ce que vous avez dans le Firebox en Total Security Suite, vous l'avez là. D'accord ? C'est dedans et c'est actif par défaut et avec l'inspection HTTPS native. D'accord ? On va aller voir ça après. Donc, on peut créer des règles d'accès.
Je n'ai pas changé grand-chose, j'avais juste préparé des trucs pour bloquer des pays. Comme ça, si on a un peu le temps, on ira faire joujou et déclencher des alertes. Et donc, dans la partie authentification, je vais pouvoir voir quels sont les utilisateurs et les groupes qui ont accès à ma solution. D'accord? Et le téléchargement du client. Téléchargement du client, disais-je. Voilà. Ce client, je ne devrais pas le dire comme ça, mais je vais le dire comme ça parce que c'est la réalité. C'est l'une des premières grandes étapes du client unique WatchGuard. Alors, les vieux de la vieille comme moi demandent ce type de choses depuis longtemps. Aujourd'hui, chez WatchGuard, vous avez un client SSO, un agent SSO, un client VPN SSL, le module Logon App pour Windows, etc., 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 etc. Et donc ça y est, enfin la première étape d'un élément central, d'un agent qui contiendra toutes les autres briques pour ne faire qu'un seul déploiement. Alors, on va se calmer, on n'y est pas encore arrivé tout de suite, mais c'est la première étape, elle est réelle, elle est concrète, elle fonctionne, elle a une très belle roadmap devant elle. Donc, on peut considérer que de plus en plus de choses vont s'intégrer dans ce client unique cette année et l'année prochaine. Et je vous parle de ça parce qu'en fait, ce client, lorsque je le télécharge, en réalité, c'est l'agent de communication de l'EDR. Donc ici, ce client n'a pas d'EDR WatchGuard, il n'a pas cette chance. Hein. Il n'a pas le Zero Trust Application Service, donc il lui manque un bout de Zero Trust. Mais en réalité, c'est l'élément qui sert à faire les échanges entre l'EDR et la console WatchGuard Cloud. Donc, lorsque j'ai de l'EDR en plus chez mon client, eh bien, en réalité, c'est le même agent de communication auquel je vais donner une fonctionnalité supplémentaire. Okay, donc, on est dans quelque chose d'assez central, d'assez unifié, d'assez facile à utiliser. Je vais avoir sur la partie fonctionnement la possibilité de suivre l'activité de mes utilisateurs. Alors aujourd'hui, c'est rien passé, je vais changer de période. Voilà, donc actuellement, JS n'est pas connecté puisque le PC, vous allez le voir après, n'est pas connecté. J'ai une machine qui est indexée, il y a eu de l'activité, il y a eu tout un tas de choses. Je vais pouvoir chercher des risques de sécurité, etc. Question. Un client qui serait déjà équipé de l'EPDR n'aurait pas besoin d'installer l'agent FireCloud. Aujourd'hui, oui. Demain, non. Et le demain, c'est l'histoire de quelques semaines. L'idée, c'est que très rapidement, dans les semaines à venir, on puisse aller dans la console EDR, sélectionner une ou plusieurs machines et dire démarrer Connection Manager. Voilà, et centraliser ça depuis la console EDR. Oui, c'est le but. Et ça arrive là incessamment. Alors, j'ai pas d'alerte de sécurité, c'est marrant. Ah si, j'avais quelques alertes, j'ai eu le temps quand même de déclencher quelques trucs. Donc ça, c'est une vision des prochains tableaux de bord, de l'évolution des tableaux de bord qu'on aura dans WatchGuard Cloud. Il y a toute une roadmap 2025 et un bout de 2026 sur l'évolution des dashboards. Donc vous voyez, j'ai tenté d'accéder à des choses qui sont bloquées d'origine, hein, les jeux, etc., etc. Donc on voit que j'ai de l'activité de sécurité. Je n'ai encore bloqué aucun pays. On ira faire ça un petit peu tout à l'heure si on a le temps. Je vois que le temps passe. Donc ça, c'est ma console de suivi, de configuration et de suivi de FireCloud. Pas de client pour les postes et serveurs Linux. Non, pas encore. Non, pas encore. Parce que quoi? Alors, on va parler du serveur Linux parce que le poste Linux, l'utilisateur a le droit. Le serveur Linux est en général une machine d'infrastructure. Et qui dit infrastructure dit réseau. Donc, en général, sur des aspects serveurs, il y a plus de chances qu'on se retrouve avec un firewall physique qu'avec du firewall as a service. Ça a nettement plus de chances de se produire. Maintenant, le cas d'usage n'est pas inintéressant. Et si vous en avez un à me soumettre, un vrai cas d'usage, ou un serveur Linux ou pas, en fait, c'est pas un problème d'OS, c'est vraiment un problème de fonction, où un serveur serait mieux protégé par un firewall as a service, mieux servi par un firewall as a service qu'un firewall physique, eh ben, contactez-moi cet après-midi, ça m'intéresse vachement comme cas d'usage. Ça pourrait faire doublon avec certaines fonctionnalités de l'EPDR, genre le filtrage des catégories de sites. Eh ben oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et c'est pour ça que l'un des aspects du SASI qu'on a évoqué tout à l'heure et dont j'ai reparlé, c'est le CASB. Le CASB qui me permettrait à terme d'avoir
j'allais dire un équilibrage, une propagation de mes règles de sécurité. D'accord? L'une des étapes du SASI, ce sera d'avoir un orchestrateur qui me permettra de dire, quand je filtre l'accès à telle page pour tel user, ça s'applique et dans le firewall physique, et dans le firewall as a service, et dans le PDR, et dans le MFA, et dans je ne sais pas quoi d'autre encore, en fonction de ce qu'on pourra inventer. Donc, aujourd'hui, oui, il y a une forme de doublon, mais en réalité, ce doublon, il existe déjà entre le PDR et le firewall physique, le firewall complet, réel. D'accord? Donc, rien de nouveau là-dedans. En revanche, le fait d'amener ce firewall as a service, ça commence à nous amener sur le chemin du SASI, parce que le SASI, c'est le chemin. Je vais partager l'autre machine pour pouvoir vous montrer comment ça se passe sur une machine. Alors, désigné comme présentateur, c'est moi. Hop, on va faire ça. Montrer mon écran. Voilà. Alors, ça, c'est mon PC. D'accord? C'est un autre PC, un PC réel. D'accord? On voit ici que j'ai un agent WatchGuard. Et ceux d'entre vous qui connaissent le PDR, cette icône, normalement, elle doit vous dire quelque chose, hein, puisque c'est donc bien l'agent de communication de l'EPDR qui sert à établir, à mettre en œuvre le Connection Manager. Et donc, dans mon Connection Manager, j'ai mon utilisateur ici. Mon utilisateur va saisir son mot de passe. Éventuellement, il y mettrait du MFA, mais je n'ai pas eu le temps de mettre ça dans ma maquette. Donc, je vous prie de m'excuser, mais oui, il y aurait du MFA. Bien sûr, un effet Bonaldi, parfait, super. J'avais besoin de ça aujourd'hui. Ok, c'est pas grave. Est-ce que j'aurais pas fait une erreur de mot de passe? Ceux qui me connaissent ont l'habitude. Hein, maintenant, je pense que j'ai ma réputation, hein, elle est faite. On va revenir là. Je vais retenter ma connexion. Donc, pendant que j'essaie de me dépatouiller de ça, c'est donc bien un client VPN, d'accord? Accessoirement, c'est basé sur du WireGuard. Le client va se connecter, se lancer, maintenir la connexion. Voilà. Hop, alors, je vais cacher ça pour qu'on voit Connecting to FireCloud. Mon agent va se connecter, il va traverser mon pare-feu physique, puisque moi ici, je suis derrière un WatchGuard. Il est connecté, je vais avoir l'élément et à ce moment-là, vous voyez, je suis en vert ici, je suis connecté. Eh bien, mon utilisateur va profiter d'une navigation qui va se trouver être non plus là où je suis, puisque je suis moi en région parisienne, d'accord? Je suis à cette IP-là et je suis dans un compute de Amazon. Ok? Voilà, je ne suis plus chez moi, je suis vu dans un emplacement géographique qui est différent. Alors, le choix du POP, aujourd'hui, il est fait en fonction de la proximité géographique. Le but du jeu, c'est d'avoir une mécanique qui soit performante malgré le fait qu'elle soit sécurisée. Donc, aujourd'hui, je suis connecté à un point de pop en Angleterre. Si je me déplaçais et que j'allais, je ne sais pas moi, disons aux États-Unis, aux États-Unis, mon client viendrait se connecter automatiquement à un point de pop le plus proche, au point de pop le plus proche. Aujourd'hui, vous avez 2 points de pop en Amérique du Nord, un au Brésil, un en Angleterre, un en Allemagne, un à Singapour et un en Australie. D'accord? Ces pop vont évoluer avec le temps. Il n'est clairement pas exclu qu'il y ait des points de pop. Il est clairement pas exclu qu'il y ait des points de pop en France et dans d'autres pays européens parce que ça facilitera, ça améliorera la latence, d'accord, et l'expérience de connexion. Mais donc la priorité, c'est que mon utilisateur soit le plus proche du point de pop et qu'il soit encapsulé, protégé par mon firewall le plus tôt possible. D'accord? Est-ce qu'on peut avoir une connexion qui s'établisse avant l'ouverture de session? Pas encore, mais oui, bientôt. C'est dans la roadmap 2025, si je ne dis pas de bêtises. Il faudra que je vérifie ça. Donc là, mon utilisateur est bien envoyé à cet endroit-là. Et si je regarde, eh bien, la connexion, elle est sécurisée. Et regardez mon certificat. Alors, j'imagine que tout le monde comprend ce qu'on a sous les yeux. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vous le fais court. Il y a de l'inspection HTTPS, c'est-à-dire que nativement, ma communication est déchiffrée par le firewall pour pouvoir y faire de l'analyse antivirus, pour pouvoir y faire du sandboxing, pour pouvoir y faire de l'IPS, etc., etc.
et venir faire tout ce que votre firewall physique doit faire dans vos réseaux locaux. Okay, et je n'ai rien eu à configurer pour faire ça, puisque simplement, l'agent de connexion va se comporter comme un proxy. Il intègre directement le certificat. Alors oui, il a un nom public, mais non, on ne va pas revenir sur le débat de est-ce que je peux prendre ce certificat pour le mettre. Non, en fait, il est juste approuvé directement parce qu'il est mis sur la machine. D'accord, on a toujours cette notion d'import. C'est traité dans l'agent directement. Donc voilà comment ça va se passer pour mon utilisateur. Et donc on a un fonctionnement qui est assez simple. Hein. Et du coup, on va avoir une navigation. Alors j'avais repéré la Française des Jeux que je salue parce que du coup les jeux sont bloqués et donc j'ai ici mon Firewall as a Service qui me bloque. Sur cette machine, volontairement, temporairement, je n'ai pas mis d'EDR. Donc c'est bel et bien mon Firewall as a Service qui prend en charge cette connexion et c'est ça donc qui va pouvoir remonter les alertes dans ma console. OK, l'évolution de ça. Alors, il y a une roadmap qui est excessivement conséquente. Donc, il y a les notions de Always On, donc le fait que la connexion VPN puisse se lancer systématiquement avant l'ouverture de session. Il n'empêche qu'à un moment ou un autre, ne serait-ce qu'avec du MFA, à un moment ou un autre, il va falloir quand même prendre le temps de réauthentifier l'utilisateur. Hein, donc, même quand il y aura le Always On, à un moment, on demandera quelque chose à l'utilisateur, c'est important. Là-dedans, ça, c'est la partie Firewall as a Service Internet Access. C'était évoqué dans une slide précédente. Il y a une notion de Firewall as a Service Private Access. Aujourd'hui, mon utilisateur est protégé dans sa navigation et c'est valable parce que mon utilisateur accède à de l'O365, à de la WS, à du Dropbox, à du Salesforce, donc des services SaaS. Je protège son accès à des services SaaS. Mais si mon client doit avoir une forme d'hybridation et en plus de ces services SaaS pouvoir accéder à des ressources locales, il y a la partie Firewall as a Service Private Access qui arrivera un peu plus tard dans l'année et qui, elle, viendra nous permettre de créer une connectivité entre ce firewall virtuel et un firewall sur site pour pouvoir créer des politiques qui permettront à mon utilisateur en mobilité de profiter de cette couche-là pour passer. La personnalisation du message, c'est une bonne question, je n'ai pas regardé. On va aller regarder ça tout de suite, je vais changer mon partage. Des prérequis système, aujourd'hui Windows, et c'est l'agent de communication WatchGuard, donc il faudra que je vérifie, mais normalement à partir de Windows 7, ça doit marcher. C'est une bonne question, je vais vérifier. Des prérequis réseau, avoir Internet, pas plus, pas moins. Bande passante minimum, non, il n'y a rien de spécial, c'est du WireGuard. Ça a vocation à être le plus efficient possible. D'accord, c'est vraiment l'idée générale. Pardon, je repartage cet écran-là. Donc non, il n'y a pas de vrai prérequis. C'est licencié à l'utilisateur simultané. Donc en PME, si vous avez 10 utilisateurs qui doivent être connectés, ça veut dire 10 licences. À une échelle internationale, si vous aviez des stricts changements brutaux d'équipe et de fuseau horaire, on pourrait imaginer avoir 10 licences et que lorsque mes 10 utilisateurs américains vont se coucher, et que mes 10 utilisateurs asiatiques prennent le relais et prennent la même licence. Mais voilà, c'est ça le principe. La francisation des messages, c'est une bonne question. Ça rentre dans le sujet de la personnalisation des messages. J'ai repartagé mon écran. On va aller voir ça tout de suite. Je ne me suis même pas posé la question, soyons très honnêtes. Configurer FireCloud. Je regarde en même temps s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Non, les précédentes, c'est bon. D'accord, merci Alex. Yes. Et pour la personnalisation, en fait, j'étais en train de regarder aussi, j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Les messages, personnalisation des messages. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Je vois pas l'option et dans les règles d'accès, j'aurais rien pour le faire. On a des choses qui sont assez simples.
C'est quoi le débit d'accès du FireCloud as a Service de WatchGuard? C'est plus que le débit de l'utilisateur. Je ne crois pas qu'il y ait de notion de débit max dans comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom de la technologie VPN. WireGuard. Là, moi, en l'état, j'atteins des 40-50 mégabits sur une machine qui est pas forcément optimale et dans des conditions réseau qui sont pas optimales. Donc, j'atteins en termes de débit strict des valeurs qui sont équivalentes ou supérieures à ce qu'on aurait avec du VPN SSL. On a des latences qui sont bien meilleures et surtout, je le fais sans avoir besoin d'impacter la bande passante du bureau. Donc, comment dire, la notion de débit, encore une fois, elle est relative. Elle est relative à ce que mon utilisateur va faire. Mon utilisateur travaille. Si mon utilisateur est censé faire des transferts de terras de données pour faire de l'édition cloud de fichiers vidéo pour la télévision, peut-être que le Firewall as a Service n'est pas adapté. Ça reste de la mobilité. Et un utilisateur qui est par essence en mobilité n'a pas forcément des débits astronomiques. Et quoi qu'il arrive, toujours avec de l'inspection HTTPS. Authentification Azure AD, c'est de l'Entra ID, synchro avec ADDS local ou Entra ID IDS full cloud? Je te remercie pour ce genre de questions. Je ne suis pas avant-vente Microsoft. Alors, je vais essayer d'y répondre et tu me diras si je réponds à côté de la plaque. Si je peux, si j'ai la possibilité de venir dans WatchGuard Cloud, aller lire ton Active Directory, donc peut-être pas sur un business premium, mais non, à DDS local. Non, c'est du full cloud. Quand on parle d'Azure AD ici, c'est pas. Pardon, alors je reprends ma phrase dans le bon sens. Tu fais allusion à la différence de traitement qu'il y a pour le MFA avec Office 365. Depuis très longtemps déjà, notamment pour Hotpoint, je peux synchroniser un Azure AD, un Entra ID. Je peux synchroniser les utilisateurs et leur fournir des jetons Hotpoint et du coup aller faire me servir des identités Azure AD pour tout un tas de choses. Mais ça, c'était limité à tout sauf Office 365, puisque dans Office 365, la dynamique, c'est uniquement Azure AD. Et donc, on ne pouvait pas venir s'intégrer. Ça, c'est en train de changer. Microsoft a enfin fait une bêta publique de l'External Authentication Method. On est dedans, on est très en avance de phase dedans. Nous sommes, en bêta fermée sur le support de l'External Authentication Method de Microsoft pour l'intégration Hotpoint, ce qui va faire que très rapidement, on va pouvoir protéger un Office 365 même sans AD local. Donc cette limite-là, elle va disparaître. On devrait rentrer en bêta public courant avril et avoir probablement une release officielle, quelque chose de complètement public, tant côté Microsoft que côté WatchGuard, pour la fin avril ou la fin mai. Enfin, mais la synchro d'annuaire dans WatchGuard Cloud, ça marche avec du full cloud, quoi qu'il arrive. Ça a toujours existé et à plus forte raison pour le Fire Cloud. Dispo quand? Dispo maintenant, dispo depuis la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Mail Hotpoint encore en anglais. Je travaille avec des administrations. Envoyez-moi un petit mail qu'on discute de ce sujet-là. Un équivalent au BOVPN. Et c'est une question. Je ne sais pas comment comprendre cette question. Y a-t-il une notion de redondance qui existe entre les différents POP? Oui, bien entendu. En fait, quand mon utilisateur se connecte, quand mon utilisateur lance sa connexion, il lance sa connexion vers WatchGuard Cloud, il s'authentifie sur WatchGuard Cloud et WatchGuard Cloud le redirige sur son POP le plus proche. Donc moi ici, le POP le plus proche, c'est le POP anglais. Si le POP anglais est down, le POP le plus proche, ce sera le POP allemand. Et je me retrouverai à ce moment-là à me connecter en Allemagne. Pour éviter les problématiques de langue, alors je ne vous l'ai pas montré, mais vous l'avez peut-être vu, ma navigation et mon Google sont en français, malgré le fait que je sois sur une IP externe. Parce qu'en fait,
dans le proxy du FireCloud, on réécrit un bout de l'entête pour maintenir le langage, d'accord, et ne pas se retrouver avec un Google en anglais quand on est connecté en Angleterre et un Google en allemand quand on est connecté en Allemagne. Mon allemand n'est pas très bon. Donc, le failover, il est automatique. Et il va rester automatique. Il existera des possibilités, comme ça se fait chez nos confrères. Il existera, ça va arriver progressivement dans le courant de l'année, des options. Alors, je n'ai pas encore le détail de la façon dont ça va se licencier, mais il y aura des options qui permettront d'aller chercher des fonctionnalités spécifiques pour tout ou partie des utilisateurs. Par exemple, avoir une IP publique du point de POP qui soit unique et spécifique à votre client. Ça, ce sera en option. On aura la possibilité d'interdire certains POP ou de n'autoriser que certains points de POP. Ça aussi, c'est des choses qui se font communément en option parce qu'en vrai, la plupart des clients ne sont pas concernés par ce type de choses. Tu l'as pas dans la price list de mars. J'ai envie de dire vérifie encore parce que normalement ça y est. Sinon on se rappelle. Essai 30 jours activable depuis WatchGuard Cloud pour commencer. Oui, tout à fait. Visiblement c'était pas une question, mais oui, je confirme. Entre deux équipements connectés à FireCloud, y a-t-il des échanges réseau possibles? Non, c'est étanche. Vos utilisateurs connectés, vos deux utilisateurs du même compte connectés au même FireCloud sur le même point de POP ne communiquent pas entre eux. Ils n'ont pas vocation à pouvoir communiquer entre eux. D'accord ? Dans les aspects Firewall as a Service Private Access, ils ne pourront quand même pas communiquer entre eux, mais ils auront la possibilité à ce moment-là de profiter de liens vers des infrastructures physiques ou des infrastructures hébergées à travers typiquement des BOVPN, mais non pas entre eux. Pour la question BOVPN, est-ce que les machines de différents sites peuvent communiquer les unes avec les autres? Non, pas du tout. Donc c'était ce point-là. Tu vois que c'est bien dans la price list. Il faut que l'utilisateur du poste se connecte à chaque redémarrage du poste pour être protégé. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Et c'est dans la roadmap Q2, je crois. Il faut que je vérifie. Donc, très rapidement, ça va changer. Très rapidement, vous allez avoir du always on, du vrai always on. Ça arrivera. Si mon user nomade est au bureau derrière l'appliance, est-ce que le firewall as a service se désactive tout seul? Oui. C'est une très bonne question. Et la réponse est oui. En fait, la mécanique actuellement utilisée, elle consiste à dire que si les ports utilisés pour la connexion ne sont pas ouverts, la connexion ne peut pas s'établir, donc le client se déconnecte aujourd'hui. C'est un sujet qui est commun à tous les éditeurs de ce type de solution. Il y a 1 milliard de choses que tout le monde voudrait pouvoir faire au niveau des agents, mais leur exploitation sur le terrain, ce n'est pas la même. Donc se dire, mon utilisateur n'a jamais accès à Internet tant que le client VPN n'est pas connecté, c'est un vœu pieux, mais c'est quelque chose qui est difficilement réalisable pour un utilisateur nomade. Je m'explique. Votre utilisateur part et il arrive à l'aéroport de, je sais pas quoi, Tadjikistan City, et il veut se connecter sur le Wi-Fi de l'aéroport. Eh ben, il a un portail captif. Et les portails captifs, ils ne sont pas normés. Donc, je n'ai pas de vrai moyen à tous les coups de détecter le portail captif. Donc, je ne peux pas lui faire un walled garden comme on ferait sur du Wi-Fi. Et donc, mon utilisateur ne pourra jamais se connecter au Wi-Fi. Donc, il faut trouver une mécanique qui permette à mon utilisateur de traiter ce type de choses ou de traiter la problématique de pouvoir simplement imprimer en local, par exemple. Donc, dans toutes les solutions, vous avez des options, et c'est une option qui va apparaître, qui permettra à l'administrateur de dire le client doit se connecter et j'impose la connexion, mais dans certains cas de figure, je peux laisser certains utilisateurs déconnecter manuellement leur client VPN. Donc, il y aura ce type de choses. D'accord ? Ne vous attendez pas à un tour de magie dans le firewall as a service, quelles que soient les technologies. Vous aurez forcément ce type de limitation parce qu'il y a 1 milliard de cas d'usage différents qu'il faut pouvoir adresser. Et donc, l'utilisateur qui est au bureau, aujourd'hui, si les ports sont fermés, et je vous le souhaite, ne laissez pas des connexions VPN sortantes s'établir depuis des réseaux de prod, c'est criminel. À ce moment-là, oui, le client se déconnecte et donc il ne subit pas son filtrage.
Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je pense que c'est pas mal. Il est 13h59, donc j'ai tenu plus longtemps que prévu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le temps que les derniers d'entre vous tapent leurs questions si besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, france@watchguard.com. Alexandre et moi, nous ferons un plaisir de vous répondre, de vous donner des informations sur la roadmap, etc., 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 ou rediscuter des quelques cas particuliers qu'on a évoqués aujourd'hui. Essayez-le. Essayez-le, vous allez voir, c'est rigolo. Je pense que j'ai du mal individuellement, c'est pas WatchGuard qui parle, individuellement, j'ai du mal à me dire que la PME va aller vers le SASI massivement, comme la PME est allée vers le firewall, comme la PME va doucement vers le DR et vers le MFA, qui sont des technos beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, beaucoup plus faciles à percevoir, avec un bénéfice de sécurité qui est immédiat, là où le firewall as a service, un chef d'entreprise a encore moins de chances de lui-même percevoir la valeur immédiate d'une solution de ce type d'un point de vue productivité et sécurité. J'ai du mal à me dire que la PME va massivement aller vers le SASI ou vers le SSE. L'hybridation prend un peu plus de sens, donc ça veut dire qu'il y aura un bout, mais pas forcément sur tout. Et puis, en vrai, mes rencontres de la semaine passée me font dire que s'il y a un domaine dans lequel on doit massivement y aller, c'est la TPE. Ben voilà, on arrive tout de suite à la même conclusion, toi et moi. La TPE, je pense que le premier target, c'est la TPE, parce que l'entreprise qui a 3 postes, qui est forcément en mobilité, l'ordinateur va dans l'entrepôt, l'ordinateur va au milieu des champs ou de la forêt, ou ce type de choses, et ben mon utilisateur, il est sans arrêt embêté. Mettez-lui un firewall as a service, il lance sa connexion le matin, il ne la relance pas de la journée, fin de l'histoire, et à ce moment-là, ça rend le truc très facile. Le cas du petit site, effectivement, avec un ou deux postes, ça peut simplifier beaucoup les choses, mais ça dépendra de la connectivité, de ce qui est nécessaire. Si le petit site fait de l'Office 365 et du SharePoint, oui, assurément, le Firewall as a Service permettra de faire quelque chose de moins cher, d'aussi efficace et de plus souple que ce qu'on aurait avec un firewall physique, notamment plus souple en termes de bande passante. Mon petit site, je n'ai pas envie de dépenser 1 000 € par mois de liaison Internet avec les failovers, les redondances, etc., etc., et pour maintenir les connexions. D'accord? Donc, ça peut être excessivement facilitant. Par contre, si mon petit site avec 3 users, il doit accéder à un PABX parce qu'il en reste un, ça ne marche pas. Si mon utilisateur il doit accéder à un serveur de fichiers ou à un AS400, eh ben non, ça ne marche pas. Alors, on pourra en reparler quand il y aura le private access. Mais est-ce qu'il est nécessaire que pour accéder à un AS400 qui a déjà des problématiques de latence, on ait besoin de faire 4 fois le tour du monde? Je ne suis pas certain que d'un point de vue efficience réseau, ce soit le meilleur choix. Mais sachez que maintenant, le choix existe. Voilà. Et on peut le faire à un tarif même à un tarif de TPE. J'ai envie de vous remercier pour ce temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Pour un client qui a une VM hébergée chez OVH, Azure, etc., en cloud public, est-ce que ça peut fonctionner? Ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Est-ce que la VM, elle fait serveur de fichiers, serveur applicatif, ou est-ce qu'elle fait service SaaS? La vraie question, c'est ça. Peu importe où c'est hébergé. Si mon utilisateur doit accéder à une page web publique, oui, ça correspond. Si mon utilisateur doit accéder à une VM, faire du RDP, du SSH vers cette VM, ou lancer un client pour pouvoir accéder au module serveur de cette VM qui est hébergée, non, ça n'ira pas. C'est pas exactement l'objet. OK? Bon. Je vais vous remercier pour ce temps que vous m'avez accordé. Je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de cet horaire de webinaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé que c'était l'horaire parfait ou au contraire peu pratique. Merci de votre temps. S'il y a la moindre question, contactez-nous, france@watchguard.com, se-france@watchguard.com pour les avant-ventes. On fera de notre mieux pour vous répondre, même si vous savez que j'ai tendance à être toujours en retard et je m'en excuse par avance. Je vous souhaite une très très bonne journée, un bon week-end parce que ça approche. Et
Et puis, prenez soin de vous et pensez à votre cybersécurité. Et à bientôt. Oh, il y avait Chloé. Coucou Chloé. Rendez-vous au FIC. Elle se cachait. Alors, qu'est-ce qu'il se dit sur l'horaire? Pas pour l'horaire. Bof l'horaire, j'aurais préféré manger. Ouais, c'est dur de trouver. La prochaine fois, je mets une table sur ma terrasse et je vous propose que tout le monde vienne manger à la maison. Ah bah oui, ça c'est Parfait. mieux. Ça c'est mieux. Bon, je Bon, quitte. ben, allez, on quitte. Bonne journée à tout le Allez. monde. À bientôt, au revoir. Ciao.